Salut, à l'air libre, c'est reparti pour une nouvelle saison avec cette année encore plus de reportages, de débats, d'invités et d'enquêtes. Nouveauté cette année, à l'air libre passe en direct tous les soirs à 19h du lundi au jeudi sur le site et sur les réseaux sociaux. Et la nouveauté, c'est toi aussi, Christophe. Un peu. L'émission sera en accès libre, évidemment, comme toujours, sur Mediapart. Mais n'oubliez pas de vous abonner au site. On se retrouve, nous, pour la première, lundi 6 septembre. Il s'agit de dire les choses les plus extrémistes possibles, sans parler même de politique, de telle façon qu'on suscite de la réaction. On fonctionne tout simplement au buzz aujourd'hui. Le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour ne sera plus sur la chaîne CNews où il déverse depuis 2 ans, du lundi au jeudi, ses obsessions identitaires sur l'islam, l'immigration et la décadence de l'Occident. Un communiqué de la chaîne est tombé ce lundi matin pour l'annoncer. La chaîne CNews dit regretter cette décision, se dit contrainte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de se séparer du polémiste d'extrême droite. C'est la conséquence d'un autre communiqué du CSA, celui-là, datant de vendredi. Il demandait aux médias audiovisuels de décompter les interventions d'Éric Zemmour. Au regard des récents développements, explique le CSA, Éric Zemmour peut être regardé dorénavant comme un acteur du débat politique national. En cause, bien sûr, la probable candidature à l'élection présidentielle à la droite de Marine Le Pen d'Éric Zemmour, candidature qui n'est toujours pas officielle, mais dont il parle partout, encore samedi soir sur France 2 face à Laurent Ruquier, celui-là même qu'il a promu pendant des années sur le plateau de son émission On n'est pas couché. Évidemment, depuis cette décision, Éric Zemmour crie à la censure quand même toute relative. Il l'a fait sur CNews ce matin, il le fera demain sur RTL et mercredi sur BFM. Voilà, on a connu des censurés qui avaient plus de passages médias. Alors le CSA a-t-il eu raison ? Moins de passages médias, pardon. Le CSA a-t-il eu raison ? Que nous dit la trajectoire d'un Zemmour sur l'extrême droitisation d'une partie du paysage médiatique français ? On en parle avec nos 2 invités. Rachid Arabe, bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez notamment présenté les journaux de France 2 et vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2007 à 2013. Rachid Arabe, première question très simple, est-ce que le CSA a eu raison de dire aux chaînes de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour ? Ce qui m'embête dans toute cette histoire, c'est que le débat qu'on a là tout de suite, on aurait pu l'avoir il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. C'est ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Ouais. Est-ce que vous dites que le CSA sort parce qu'il est tout d'un coup potentiellement candidat, et tout d'un coup tout le monde défend Éric Zemmour en disant c'est parce qu'il veut être candidat qu'il est. Non, il y a un moment déjà qu'on aurait pu se mettre à s'intéresser au temps de parole et au temps d'antenne qui est occupé par Éric Zemmour et pas mal d'autres polémistes, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Moi, je ne suis qu'un ancien membre du CSA, donc je vous parle en tant que ce que j'ai pu vivre moi de l'intérieur. Moi, je crois que tout simplement le CSA a mis en application les textes. Alors, comme toujours dans les textes, il y a un petit peu d'interprétation. Expliquez-nous pourquoi c'est l'application des textes. Alors, si vous avez 3 heures, je vous explique le temps... Allez, simplement pour ceux qui nous regardent. Non, mais les temps de parole et les temps d'antenne, c'est tout simplement, qu'on soit en période de campagne ou pas, il y a les élus, ceux qui parlent politiquement directement et qui sont comptabilisés en fonction du parti auquel ils appartiennent. Et puis, il y a depuis quelques années un certain nombre de personnalités qui gravitent autour de la sphère politique et qui, visiblement, vu l'évolution de les prises de position et des métiers également, le métier de polémiste que vous avez situé est un métier relativement nouveau à la télévision. Donc, en fonction de ces nouveaux arrivants, le régulateur a estimé, la loi a estimé aussi qu'il fallait peut-être aussi compter les temps de parole, parce que c'est bien de compter le temps de parole des politiques, d'essayer de faire en sorte qu'il soit équitable pendant les périodes électorales ou pas, mais c'est bien aussi de compter le temps de tous ceux qui soutiennent. C'est-à-dire que quand les chaînes d'infos deviennent des chaînes d'opinion, alors on peut décompter le temps de parole. C'est ce que vous... Alors, on va parler de la chaîne des chaînes d'opinion, parce que vous savez que de mon point de vue, ça n'existe pas en France, en tout cas. Simplement, vous savez qu'en ce moment, là, je fais du temps d'antenne pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que le temps que j'utilise là en ce moment pour parler de lui, d'une certaine façon, ses soutiens vont pouvoir, si le CSA réussit, et il est en train de réussir, les soutiens d'Éric Zemmour vont pouvoir dire Rachid Arabe, il a dit tant de choses, il a parlé 3 minutes 45 ou 7 minutes à Mediapart, donc tout ça est très compliqué. Ouais. C'est honnêtement la question du temps de parole est très 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 lourde et très compliquée. C'est pour ça que je vous suggère de la différencier du cas d'Éric Zemmour, parce qu'encore une fois, cette question aurait pu se poser il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans.
Le CSA fonctionne avec la loi audiovisuelle de 1986 qui essaie d'encadrer justement l'équité, le pluralisme. Donc c'était difficile d'entrer, c'est pour ça que je comprends que ça fasse polémique aujourd'hui, c'était difficile de commencer à comptabiliser des personnalités qui se présentaient comme journalistes, de les compter sur le temps de parole. Mais le problème aujourd'hui c'est, pardonnez-moi, mais d'où Éric Zemmour parle-t-il ? Est-ce que c'est l'ancien journaliste qui parle? Est-ce que c'est l'ancien éditorialiste du Figaro? Est-ce que c'est le futur candidat? Est-ce que c'est le polémiste suivant la nouvelle figure? C'est là où le flou ne permet pas, même si la loi est extrêmement précise, ne permet pas de faire rentrer nos explications dans le cadre de la loi. D'une certaine façon, moi j'estime, et c'est peut-être le point le plus important que vous avez abordé, qu'au-delà de ces questions qui sont encore des questions moi je ne veux pas pinailler avec les anciens membres du CSA, ni avec les actuels, chacun fait le travail qui lui a été confié avec le plus d'honnêteté possible. Et j'imagine que mes anciennes collègues sont tout à fait légitimes dans leurs explications, même si je suis un peu perturbé par le fait que l'une d'entre elles s'occupait des temps de parole et a une explication sur les temps de parole d'aujourd'hui qui honnêtement m'avait échappé pendant 6 ans de mandat. Mais je ferme la parenthèse. C'est Kelly qui présente l'émission de... Vous l'avez dit, c'est pas moi qui ai dit le nom. Non, très sincèrement, la question de la chaîne d'opinion me paraît vraiment la question essentielle aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le cadre législatif français, il n'existe pas de chaîne de télévision d'opinion. Mais aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y en a. Oui, dans mais les faits, CNews est une chaîne d'opinion. Oui, mais c'est là. Il n'en a pas légalement sur l'hertzien, c'est-à-dire tout ce qui dépend du domaine public. Je rappelle tout simplement que les chaînes de télévision qui sont conventionnées par le CSA sont des chaînes qui diffusent sur le domaine public, c'est-à-dire sur le domaine hertzien public. Donc c'est un problème et donc il faut légiférer, il faut retirer l'agrément, non, moi je ne serais pas là pour donner des conseils. Si j'étais membre du CSA, je le ferais dans le secret des délibérations. Il faut que ça évolue. Je pense simplement qu'il faut poser la question, ne serait-ce que parce que vous aujourd'hui, avec des entreprises comme Mediapart qui font également de la vidéo, mais beaucoup d'autres, il y a aujourd'hui d'autres voies que les voies de l'audiovisuel traditionnel. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un déséquilibre entre le fait que l'on continue de régenter d'une façon très stricte l'audiovisuel traditionnel issu de l'accord entre le CSA et des chaînes, et que d'un autre côté, il y a des expressions de plus en plus nombreuses qui sont pluralistes, mais qui sont pluralistes en interne. C'est-à-dire qu'en fait, le CSA gère le fait que des autorisations sont données à des chaînes de télévision qui doivent organiser le pluralisme en interne. C'est pas parce qu'on a une chaîne d'extrême droite et une chaîne d'extrême gauche qu'on fait du pluralisme. En tout cas, c'est pas mon point de vue. Quand même, Éric Zemmour, c'est une recette, c'est le clash identitaire, quoi. Et d'une certaine façon, ça marche. C'était entre 700 000 et 900 000 personnes tous les soirs sur CNews. Est-ce que son succès, pour vous, plus largement, a fait vriller les médias audiovisuels? Alors d'abord, sur le succès, il faudra toujours qu'on peut relativiser les choses. Voilà. C'est-à-dire que c'est un succès par rapport à l'audience qui avait cette tranche à la même heure quand il n'y était pas. Et plus largement, on voit qu'il y a une recette là que certains tentent d'imiter. Il y a une recette, mais c'est pas que certains tentent d'imiter, c'est que beaucoup imitent. Et qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne principalement sur notamment les chaînes d'information, c'est effectivement l'art de la polémique, c'est-à-dire il s'agit de dire les choses les plus extrémistes possibles, sans parler même de politique, de telle façon qu'on suscite de la réaction. On fonctionne tout simplement au buzz aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une petite phrase va en appeler d'autres. Pourquoi j'ai accepté de me dire que chez vous? Parce que j'ai eu beaucoup de propositions des chaînes d'information et je ne voulais pas, à ma façon, participer au débat qui consistait simplement à dire demain matin, Rachid Arabe a dit ça sur Éric Zemmour. Aujourd'hui, on est dans un système qui s'auto-alimente d'une certaine façon, et ce qu'il y a de gênant, et ça je le cite depuis de très nombreuses années, j'ai écrit un livre en 2015 où il était question de ça, en disant, alors qu'Éric Zemmour n'était à l'époque qu'un des chroniqueurs qui participait aux nombreuses émissions où qui ça s'appelait ça se dispute, ça va barder, on va se cogner, etc. et que dès l'époque, j'écrivais, et on peut le retrouver dans ce livre, j'écrivais, Éric Zemmour n'existe que pour pouvoir proposer une alternative d'extrême droite à Marine Le Pen. Oui, que dans ce débat auquel je n'ai pas accepté de participer, parce que moi je suis aussi un citoyen, et c'est-à-dire que le moment où je m'exprime, c'est dans l'urne. Dans ce débat, moi vous aurez remarqué que je ne juge pas M. Zemmour. Alors que M. Zemmour s'est déjà permis de juger des gens qui portaient le même nom et le même prénom que moi, ou le même genre de visage. Je ne juge pas. D'ailleurs, il veut débaptiser les gens qui oui, s'appelleraient pas on aurait de quoi en parler, effectivement. Je rappelle que son nom veut dire huile d'olive dans ma langue maternelle, qui est le berbère. Mais plus sérieusement, moi, je ne suis pas venu juger les uns et les autres. Je dis que le jugement, il se fait au moment de l'élection, au moment où on s'exprime comme citoyen. Je ne suis pas venu ici juger les anciens membres du CSA. Je ne suis pas venu juger aujourd'hui les journalistes. Je suis juste venu, en tant qu'observateur, en tant que citoyen de ce pays, dire il y a un dérapage de plus en plus. On est en train
On peut vous vendre tout et n'importe quoi, mais qu'il y ait une vérité sur l'affichage. Quand on vous montre quelqu'un à la télévision, il faut qu'on sache qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Sinon, je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise. Quand on regarde Mediapart, on sait ce qu'on regarde. Je vous confirme. Mais tout à fait. Mais quand on regarde le spectre traditionnel audiovisuel, celui qui a hérité la loi de 1986, a priori, on s'attend à ce que tout le monde soit traité de la même façon. Et il y a une rupture d'égalité, et je ne parle pas simplement d'Éric Zemmour, je parle d'un certain nombre de chroniqueurs, je parle d'un certain nombre d'émissions et de chaînes de télévision. Donc vraiment, le rôle que j'ai voulu m'attribuer d'une façon très modeste, c'est de dire, moi ça fait 15 ans que je n'exerce plus, ça fait 15 ans que je regarde avec attention ce qui se passe, j'ai passé 6 ans de ma vie au CSA, c'est pour essayer de voir comment, dans le pays dans lequel je vis et où l'information devient un élément essentiel de ma façon de me décider politiquement, comment faire en sorte que un nouveau paysage où seuls comptent les opinions des uns et des autres et où finalement celle de celui qui va choisir au moment de l'urne ne compte pas, me semble dangereux. Ce fut donc un été de manifestations chaque samedi contre le pass sanitaire, contre la vaccination et parfois contre les deux. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues avec des revendications sur les libertés individuelles légitimes, mais aussi des débordements complotistes et antisémites. Mathieu, tu y étais, on va voir ton reportage en présence d'un scientifique. Et oui, ça peut servir. Bonsoir Stéphane Gaudry. Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur adjoint de l'université de médecine Sorbonne Paris-Nord. Et vous passez aussi pas mal de temps à contrecarrer les fausses infos, ce qui vous vaut des menaces avec d'autres confrères. On va y revenir ensuite. Alors, ce samedi, près de 200 rassemblements partout en France. 140 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. C'est moins que les samedis précédents où on allait parfois au-delà des 200 000 manifestants. Mobilisation qui semble se tasser, on le verra bien par la suite. Alors qu'aujourd'hui, 67% de la population est totalement vaccinée. Mathieu, toi, tu étais à Paris où il y avait 5 cortèges. Oui, pas moins de 5 cortèges. Alors d'abord, il y avait la manifestation d'extrême droite de Florian Philippot, mais aussi 3 cortèges de gilets jaunes avec Nassim Gomri. On est allé à l'un d'entre eux. C'était sur la place de la Bourse, dans le quartier de l'Opéra. Il y avait environ 700 personnes dans le collimateur des manifestants. Le pass sanitaire, bien sûr, pass écrit avec le sigle nazi SS, mais aussi les mensonges d'État, je cite, du gouvernement et les mensonges prétendus des médias. On nous prend pour des bas de plafond, on nous prend pour des gens qui lisent peu, qui ne s'informent pas. Moi, je m'informe sur aucun média complotiste. Il y a eu des thromboses d'AstraZeneca, mais il n'y a pas eu de décès sur les vaccins Pfizer, Moderna. Et si, il y a eu des décès, bien sûr, il y a eu des décès. Il y a des gens qui sont morts après, mais on ne peut pas l'attribuer au vaccin. Non, mais alors quand les gens meurent du Covid, on attribue ça, quand ils meurent positifs du Covid, on attribue ça au Covid. Ouais. Et quand ils meurent 15 jours après le vaccin, on n'attribue pas ça au vaccin. Affirmation qu'on entend dans la bouche de la manifestante, de la dernière dame de ton reportage, Mathieu, il y a eu des décès à cause des vaccins Pfizer et Moderna. Vrai ou faux? Alors là où il y a une erreur d'interprétation, c'est que dans ces phases-là, justement, les phases dans lesquelles on surveille, on récupère plein d'informations. Donc vous avez des informations, des gens qui sont morts, et donc il y a des sont morts qui ont eu des effets peut-être attribuables au vaccin, et on remonte ces informations-là directement à des agences qui sont différentes dans chacun des pays qui utilisent ces vaccins-là, et ces agences sont référentes pour dire est-ce qu'on peut attribuer ou pas cet effet, le décès, etc. Mais de toute façon, à partir où vous avez vacciné plus de 60% de la population, il y a plein de gens qui vont mourir après un vaccin, c'est tout à fait possible, mais que ça n'a rien à voir avec le vaccin. Et donc on attribue le décès au vaccin après une analyse de cas et en essayant de montrer une relation entre les deux. Et à ce stade-là, il y a quelques cas décrits dans le monde après Pfizer et Moderna de choc anaphylactique ayant entraîné le décès, mais par rapport au nombre d'injections, c'est dérisoire, même si, bien entendu, c'est toujours à surveiller et grave. Et en fait, en étant transparent, malheureusement, ça donne beaucoup d'éléments pour certaines personnes. Exactement. Bon. Et donc en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont utilisé les remontées de voilà, attention, il faut vérifier ça. Ils ont pris le package, ils ont dit regardez, c'est tous ces morts qui sont liés au vaccin, alors que pas du tout. C'est parce que justement on a un système de surveillance qui est très au point et qui permet justement d'évaluer chaque effet. Je vous voyais aussi tiquer sur la soignante qui disait qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Oui, c'est drôle parce qu'elle est peut-être pas au courant, mais en fait si elle est soignante, par définition elle est vaccinée puisque c'était obligatoire. Je pense qu'elle est plus jeune que moi, je crois.
et c'était déjà obligatoire quand j'ai commencé d'être vacciné contre l'hépatite B. J'ai pas vu beaucoup de gens dans les rues pour manifester contre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B quand ça a été obligatoire pour tous les soignants. Elle est vaccinée, elle a déjà une obligation vaccinale et elle l'a appliquée. Mathieu, samedi à Paris, il y avait un autre cortège plus petit que tu as aussi suivi. Ouais, alors ça c'était une manifestation dans l'Est parisien d'un collectif qui s'appelle l'Union citoyenne pour les libertés. Alors là, il y avait 150 personnes, quelques-unes, on les voit en blanc, au soutien aux soignants. Alors là aussi, on retrouve le SS nazi pour dénoncer le pass sanitaire, on le voit, non au pass. Mais eux, ils vont encore plus loin que les manifestants des Gilets jaunes qu'on a vus place de la Bourse. Leur thèse, le Covid n'est pas arrivé par hasard. Écoutez la fondatrice de ce collectif. La gestion antidémocratique de cette crise sanitaire. Et on dénonce en fait toute l'instrumentalisation en fait de ce Covid à des fins politiques de contrôle citoyen. Alors là, c'est encore assez soft, et puis ça dérape. Et je pense que ce plan-là a été quand même réfléchi à l'avance. Par qui, comment ? C'est historique. Écoutez, il y a des think tanks, il y a des cabinets de stratégie, vous savez, qui entourent Macron. Ils ont des gens qui pensent les choses, qui réfléchissent aux choses. Donc on a eu des réunions pour dire on va profiter de cette crise, si je vous écoute, de cette pandémie pour contrôler la population. On n'en est pas sûr à 100%, mais nous on pose la question. Alors Valentine, il faut la présenter, cette dame, elle s'appelle Sophie Tissier, c'est une ancienne cofondatrice de Nuit debout, une gilet jaune, elle vient de la gauche, elle le dit. Aujourd'hui, c'est un personnage décrié, lâché par d'autres gilets jaunes d'ailleurs, à cause de ses soutiens, puisque dans ces cortèges, on croise des figures du mouvement anti-vax, comme Pierre Barnerias, le réalisateur du film Hold Up, vu des millions de fois, qui explique que le Covid est le fruit d'un complot des élites mondiales. On va y revenir dans le reportage après. La scientifique Alexandra Henrion-Caude, reniée par l'INSERM, qui pense que les tests PCR font passer des nanoparticules dans le cerveau et que le vaccin ouvre la porte aux manipulations génétiques. Ou encore Ingrid Courage, qui est une égérie du mouvement des anti-masques. D'ailleurs, certains des membres du collectif dans la manif, vous voyez que je parlais assez près, et à beaucoup de gens m'ont dit que je devais ôter mon masque en extérieur, que ça servait à rien, et même si certains me parlaient de très près. Alors bref, ce collectif, Mathieu, il est soutenu par des gens qui voient des complots partout. Oui, mais ses membres, là où c'est intéressant, rejettent totalement cette étiquette de conspirationniste, de complotiste. Avec Yumni Kezouf, on est allé quelques jours avant à une de leurs réunions. C'était dans le Jardin des Halles à Paris, en plein air. Une dizaine de personnes venues de régions parisiennes, d'Orléans et même de Bretagne. Ce jour-là, il y avait des nouveaux. On a refait un tour de table. Grégory, enseignant dans les conservatoires de Paris. En fait, on ne parle que de la mort et on viole les principes moraux, c'est-à-dire la santé est devenue un principe au-dessus de la liberté. Je m'appelle Sidonie, je suis soignante en hôpital de jour pour enfants autistes à Paris. Mon cœur me dit que j'ai pas envie de faire ce vaccin, que j'ai de l'intuition qui me dit de ne pas le faire. Bonjour, moi c'est Stéphane. C'est pas tolérable que le gouvernement nous mette une pression pareille. C'est clair qu'il y a une mortalité qui est faible. Et la seule justification pour qu'on nous vaccine, c'est qu'il n'y ait pas de traitement. En fait, il y en a, c'est juste que ça a été bloqué. Et puis il y a cette dame, Catherine, une juriste. Elle a fait dans le passé des manifs avec Attaque. Catherine plutôt de gauche, donc, qui se retrouve aujourd'hui dans les manifs de l'extrême droite. J'ai fini chez Philippot parce que les flics sont en famille dans le défilé. Je me suis dit ça va être calme. Je me suis déjà pris des gaz lacrymaux au 1er mai. J'avais pas envie de recommencer. Philippot, pour cette question-là, il est très juste. Mais pour le reste, je peux pas le suivre. C'est pas possible. Mortalité faible, dit une des personnes dans le reportage. C'est vrai ou c'est faux ? C'est une question de point de vue, pourquoi pas. On pourrait dire que quand une pathologie a moins de 1% de mortalité, on pourrait dire que c'est faible. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Exactement, et on peut suivre ça. Ceci dit, en fait, ce qui est caché après tout ça, c'est le nombre de personnes. C'est-à-dire que si vous avez des millions de personnes qui ont une maladie et qu'elle a 1% de mortalité, vous avez un nombre de décès qui est énormissime. Donc comme c'est pas une maladie rare, malheureusement, c'est une maladie extrêmement fréquente, on est en pleine pandémie, et ça aboutit à quoi ? À saturer le système de santé totalement, et donc à mettre en danger des gens qui n'ont même pas cette maladie-là. Et donc à la fin, les conséquences, si vous laissez traîner les choses, si vous ne faites pas de vaccination, etc., c'est les morts du Covid. Et il y en a beaucoup. On est à 115 000 en France et plus de 4 millions dans le monde. Peut-être que des gens pensent que c'est faible. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais en plus, il y a les dégâts collatéraux sur le traitement de tout le reste quand le système de santé est mis en danger. Et il y a des pays qui le voient très très bien. Il y a des traitements. Comme quoi ? J'ai comme l'ivermectine.
L'ivermectine, c'est le nouvel espoir des antivax après l'hydroxychloroquine. L'ivermectine a calmé le jeu. Il y a des médecins indiens qui s'expriment en ce moment sur les réseaux pour en parler. Il y a des gens qui disent aussi que l'ivermectine, c'est très dangereux pour la santé. L'agence américaine, par exemple, a dit ça. Très dangereux, oui. C'est pour ça que depuis des dizaines d'années, tout le monde en prend pour diverses raisons. Alors, l'ivermectine, d'abord, c'est quoi? Moi, perso, je découvre. Et est-ce que ça guérit du Covid? C'est un médicament antiparasitaire. Et comme d'autres médicaments au cours de cette pandémie, on a essayé d'utiliser un certain nombre de médicaments, de les réorienter vers le traitement contre ce virus. Et à juste titre, parce que développer un médicament, c'est très long. Et donc, c'était une très bonne idée de tester un certain nombre de traitements qu'on avait. C'était d'ailleurs pour ça que l'hydroxychloroquine, au départ, l'idée n'est pas mauvaise. Après, au bout de quelques mois, on s'aperçoit que c'est inefficace totalement. La preuve est totale, il n'y a plus aucun débat scientifique là-dessus. Et donc là, l'ivermectine est sorti du bois quelques mois après l'hydroxychloroquine, avec un peu la même chose. C'est-à-dire au début, au niveau scientifique, vous ne pouvez pas dire que c'est inefficace, puisque vous n'avez pas encore les études. C'est-à-dire que là, les études maintenant sont sorties, sont des études très solides, et qui montrent que c'est totalement inefficace. Et malheureusement, le fait que ce soit relayé comme ça a conduit à un certain nombre de traitements totalement inadaptés, notamment aux États-Unis. Vous pourrez voir ça sur différents sites de la FDA qui montrent que ça a été mal utilisé parce que justement information mal relayée. Et voilà, après l'ivermectine, il y aura autre chose, je vous rassure. Il y aura d'autres, de tout aussi inefficace. De tout aussi inefficace. Le problème dans tout ça, c'est que ce que les gens n'ont pas bien compris dans cette intervention-là, c'est que l'évaluation thérapeutique, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui est très sérieux, et c'est pas parce que il y a un docteur à un endroit qui a dit ça c'est efficace que c'est efficace. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on inonderait nos malades de plein de médicaments s'il y a un docteur dans son coin qui avait dit que c'était efficace. Il y a une évaluation, elle doit être extrêmement sérieuse, bien faite, et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce qui est sous-entendu, c'est les conflits d'intérêts. Donc je vais vous dire, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, et donc j'en suis très content d'ailleurs, et donc je m'exprime sans aucun conflit d'intérêt avec l'industrie. Libre dans votre expression. Et les évaluations qui ont été faites, il y a certains médicaments qui ont été promus, qui étaient de l'industrie, très chers, et c'est un certain nombre d'entre nous, sur les réseaux sociaux, on a dit que nous, on considérait que c'était pas suffisamment efficace pour qu'on les utilise. Ces gens-là pensent qu'en fait, on est là avec les labos à prescrire des médicaments très chers. Pas du tout, je vous rassure, les laboratoires, ils n'aiment pas du tout quand on leur critique leurs essais. Par contre, quand c'est efficace, faut le dire, c'est efficace. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'en fait, au sein de cette mouvance-là, il y a quelques personnes complètement extrémistes, très dangereux, mais il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont victimes de ces personnes extrémistes et dangereuses et victimes de leur désinformation. Et nous, les victimes, on les voit maintenant en réanimation, pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, et ils le reconnaissent. Leur statut de victime, d'ailleurs, devrait être reconnu, je pense, victime de la désinformation. Célia, tu as rencontré 2 rescapés du Bataclan qui se préparent, comme ils peuvent, à ce procès. Oui, Valentine, 2 parmi près de 1800, donc 1800 parties civiles inscrites au procès. C'est un chiffre à la fois inédit et énorme. La plupart sont des victimes, c'est-à-dire des blessés, des rescapés, mais aussi des proches des victimes. Et dans les semaines qui viennent, elles seront amenées à témoigner à la barre. D'abord, direction Bruxelles avec Nassim Gomri pour rencontrer Ben. Il a 39 ans, il fait du marketing dans une entreprise médicale et on avait rendez-vous avec lui dans le studio où il répète avec son groupe. Ça, le groupe, du coup, que j'ai remplacé lui. Et on est dans un studio de répétition qui est assez connu sur Bruxelles, qui regroupe pas mal de groupes qui tournent beaucoup dans la région bruxelloise. Et on répète ici toutes les semaines. Et voilà, donc ça c'est l'endroit où on répète. Max, batteur, donc Célia, Nassim, et puis Adou, le premier guitariste. Le soir du 13 novembre 2015, Ben était au Bataclan avec son frère rescapé, lui aussi, guitariste amateur dans plusieurs groupes. Ben n'a jamais arrêté la musique ni les concerts, même après le 13. Donc j'avais un groupe à Tours et on était dans une période où on faisait beaucoup de concerts, donc on a repris assez vite. J'ai été voir des concerts aussi très rapidement, de copains qui jouaient ou de vrais concerts, et on a toujours la même sensation. On se met aux positions où on sait qu'on peut se cacher, il y a des issues de secours, on les a repérées. Après c'est aussi quelque chose qui a permis de continuer à avoir une dynamique de plaisir quand on perd toute notion de plaisir à l'issue d'un post-trauma, donc oui clairement ça a été un facteur important. Ici on joue et on parle musique, mais on ne parle jamais des attentats. Moi, je l'ai appris très tard. Oui, très tard. Moi, ça fait il y a, je pense, quelques mois à peine.
J'étais même choqué, en fait, de dire, mais enfin, pourquoi t'en as jamais parlé? Je le cache pas, mais c'est pas un sujet, non. Le sujet, c'est plus la musique et de s'engueuler, c'est-à-dire qui a pris la dernière bière. Et voilà, c'est plus ça, les sujets. Alors, le soir des attentats, Ben et son frère sont à l'étage de la salle de concert où ils sont en contact direct avec les terroristes. Ben est ce qu'on appelle un blessé psychique. Il n'a pas été blessé physiquement lors de l'événement, mais ça a été un traumatisme pour lui quand même. 6 ans plus tard, il va mieux. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Plutôt bien. On se rend compte de toute façon que finalement, c'est qu'en passant des étapes qu'on allait moins bien avant. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'aller très bien. Peut-être que demain, ça ira encore mieux et que je me dis, finalement, aujourd'hui, ça allait pas si bien. Mais non, ça va. Pour l'instant, le bateau navigue. C'est le travail d'une vie? Je sais pas si je dirais d'une vie. J'espère que ce sera un peu moins long. mais oui, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Il y a 3 ans, il déménage dans la capitale belge, elle aussi marquée par les attentats du 13 novembre. Quand on voit que, effectivement, l'équipe du 13 venait de potentiellement, pas forcément tout de Molenbeek, mais une partie en tout cas de Molenbeek, qui a eu après les attentats de Bruxelles, qui étaient quand même commandités par la même équipe au final. Voilà, ça peut paraître paradoxal, il peut y avoir des liens, mais en vrai, c'est pas du tout la motivation de venir à Bruxelles. Il y avait aucune recherche d'aller régler quelque chose, quoi. L'actualité risque de tourner autour de ça, du moins l'actualité française. Est-ce que vous vous apprêtez à ça? Moi, j'ai frénétiquement tout lu, tout ce qui avait été fait depuis les attentats, donc vraiment tous les articles, toutes les brèves, etc. Maintenant, il y a beaucoup plus de distance. C'est un sujet dont on parle beaucoup moins là, et ça revient dans l'actualité, mais il y a quand même beaucoup moins de choses qui sortent. Le fait d'être effectivement dans un autre pays change aussi un peu la donne, parce que l'actualité est traitée légèrement différemment, donc ce sera moins envahissant. Ce qui est plutôt positif. Ce qui permet de mieux maîtriser. Quand on a rencontré Ben, c'était la fin du mois de juillet. Voilà comment il se sentait un peu plus d'1 mois avant l'ouverture du procès. Plutôt vaillant. Enfin, pas dans le sens aller à la bataille, c'est plutôt se dire ça fait partie du job et il faut le faire parce que c'est un procès historique, parce que merde, on a été attaqué, quoi. Donc à un moment, d'un point de vue individuel, pour mon frère avec qui j'étais, pour les copains qu'on s'est fait justement post-Bataclan, en vrai, il faut le faire, quoi. Est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que vous le préparez d'une manière ou d'une autre? Alors, je l'appréhende pas vraiment, parce que je me dis qu'au final, la peur, c'était le 13 novembre au soir. Et qu'au final, avoir peur maintenant, ce sera toujours moins fort que ce qu'on a vécu ce soir-là. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Pas grand-chose, parce qu'au final, les terroristes sont pour la plupart morts, les organisateurs pour la plupart aussi, ceux qui sont jugés évidemment seront dans la salle de procès, mais c'est pas leur justice au final. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, je pense pas que ce soit quelque chose qui leur fasse peur. Voilà. Je pense que l'intérêt du procès, il est aussi de réfléchir à comment on réagit face à ce genre d'événement, que ce soit à l'échelle de l'État, que ce soit à l'échelle de la protection des gens qui sont victimes de ce genre de choses, que ce soit à l'échelle des victimes elles-mêmes, mais d'un point de vue tout à fait personnel, dans le retour de la vie à la normale, non, ça changera rien. Ben ne sera pas présent demain à l'ouverture du procès, mais il prévoit de venir témoigner au mois d'octobre lors des auditions des victimes. Pour Lydia, elle aussi rescapée du Bataclan, demain est un jour clé. On l'a rencontrée avec Bérénice Gabriel à la sortie de la gare du Nord vendredi dernier. Elle revenait de quelques semaines de vacances à Londres avec évidemment le procès en tête. J'aurais préféré rester à Londres, loin de tout ça, mais je pense que c'est quand même une bonne chose aussi. Lydia nous a accueillis sur sa terrasse, sur le toit de son immeuble. Le soir du 13 novembre, elle est au Bataclan avec 2 amies. L'une d'elles a été blessée dans l'attaque. Et depuis les attentats, Lydia se bat contre la dépression. Tout cela est consigné dans un rapport d'expertise médicale, un document qui décrit son état psychologique. Le rapport d'expertise, pour être honnête, moi, du coup, je ne l'ai pas lu parce que c'est assez lourd. C'est dur pour vous de le lire? Oui, parce que c'est le point de vue justement du médecin, donc avec des mots qui met les mots sur les souffrances qu'on endure. C'est quoi les conclusions de ce rapport? Alors du coup, voilà.
Ça explique que jusqu'au 20 décembre, j'étais un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, et puis ça baisse un petit peu en octobre 2016, puis ça remonte en mars 2017, et entre mars et avril, j'étais à 100% pour avoir tenté de mettre fin à ma vie, et que j'ai besoin de soins psychiatriques, psychologiques, médicamenteux, kinésithérapie, ostéopathique, soins imputables au fait aussi, et que j'ai un stress post-traumatique chronique. Et en plus de ce rapport d'expertise, vous avez aussi la convocation avec vous, la convocation au procès. C'est citation à partie civile devant la cour d'assises, à comparaître en personne en votre qualité de partie civile à l'audience de la cour d'assises le mercredi 8 septembre à 12h30. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez reçu ? Cette partie-là moins, cette partie-là plus, où il y a donc tous les noms des accusés avec toutes les... voilà. Donc là on voit Abdeslam Salah, Abrini Mohamed, Al-Kad Ahmad, Amri Mohamed et d'autres. Voilà, d'autres qui sont les accusés. Donc il y en a une vingtaine, ouais. Ça rend la chose encore plus réelle. Des fois, ça m'arrive encore de... pour moi, c'est toujours irréel, quoi. C'est réel, mais en même temps, on est toujours abasourdi. Est-ce que vous l'attendiez, ce procès ? Est-ce qu'à 4 jours, vous avez hâte que ça commence ? Plus la date approche, plus je me dis j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de revivre ça, mais en même temps, je sais que ça sera d'une manière thérapeutique. Ça va aussi m'aider à avancer et à clore cette page-là, quoi. Voilà, alors que certains préfèrent se tenir à distance et que d'autres ne sont pas encore sûrs de venir témoigner, Lydia, elle, a voulu se préparer à ces audiences, et depuis quelques mois, elle a assisté à plusieurs autres procès de terrorisme. Vous êtes allée à quel procès ? J'ai fait, je crois qu'ils appellent la cellule d'Argenteuil et Tyler Villus, et janvier 2015. Au début, inconsciemment, en me disant bon, je vais aller voir, y jeter un œil, et aussi je me disais bon, comme ça, je serai moins sûre. Enfin, je sais déjà à peu près comment ça se passera le jour J. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ces procès-là ? Beaucoup de sécurité, des armes, et parfois j'ai l'impression que c'était un peu le cirque aussi, parce que voilà, ils essaient de se défendre. Vous dites ils, c'est les personnes accusées ? Oui, voilà, et puis leurs avocats aussi de la défense. Bon, je sais qu'ils essaient de faire leur travail et tout, mais des fois ça me paraît très enfantin. Ce qui vous inquiète, c'est le comportement des avocats de la défense ? Ouais, surtout, c'est... Bon, après, comme j'ai dit, ils font leur travail, hein, ils essaient de défendre leurs clients et tout, donc on peut pas leur en vouloir. Mais... De quoi vous avez peur concrètement venant de leur part ? Pareil, une minimisation des actes. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Maintenant, plus la date approche, plus je me dis, j'espère pouvoir dire ce que j'ai à dire. Une fois que j'aurai pris la parole, de pas me dire ah punaise, j'ai oublié de mentionner ça et ça. Non, peut-être que la plupart seront dans les nuages et écouteront à peine, mais comment tous ces témoignages de victimes et de survivants puissent être entendus par les personnes concernées. Ouais. Là, on voyait la liste des personnes accusées que vous nous avez montrées. Vous allez les voir ? Je pense, oui, du coup, oui, bon, ils seront dans le box. Je connais que la tête de quelques-uns, parce que bon, c'est passé à la télé. Est-ce que ça vous fait peur ? Non. Non, ça me fait pas peur, j'ai pas... Ils seront désarmés, donc c'est pas la même chose. Emmanuel Macron l'a décidé, la très contestée réforme de l'assurance chômage qui concerne plus d'1 million de demandeurs d'emploi doit s'appliquer le 1er octobre, dans quelques jours. Réforme plusieurs fois reportée cette année. Cette fois-ci, le gouvernement semble décidé à la faire. Avec moi, Dan Israël, journaliste à Mediapart. Salut. Salut. Dan, cette réforme, nous l'avons écrit à Mediapart beaucoup, elle va avoir des impacts majeurs pour les demandeurs d'emploi. Pour être synthétique, lesquels précisément ? Oui, le cœur de la réforme qui va entrer en vigueur normalement dans les jours à venir, c'est un changement du mode de calcul des allocations chômage. C'est simple.
Et selon les calculs même de l'UNEDIC, c'est-à-dire l'organisme qui gère l'assurance chômage, ça va concerner en 12 mois plus d'1 million de demandeurs d'emploi, 1 150 000. Et ils vont perdre, ces gens, ça va les pénaliser, ils vont perdre en moyenne 17% de l'allocation qu'ils auraient pu toucher si la réforme n'a pas lieu, ou n'avait pas lieu. Mais c'est des situations qui peuvent être bien plus graves, puisque pour au moins 400 000 personnes, la perte d'allocation sera de 40%. Ces évolutions, elles avaient été critiquées ces derniers mois. On est bien d'accord, la réforme telle qu'elle est envisagée au 1er octobre, ça bouge pas, ça changera pas. C'est exactement ce que tu racontes. Oui, tout à fait. Il y a eu un premier épisode où le gouvernement avait des plans encore plus durs, avec des situations encore plus inéquitables. Mais en novembre dernier, le Conseil d'État a annulé cette réforme-là en disant justement que les situations étaient trop inéquitables et trop différentes d'un demandeur d'emploi à un autre. Mais ensuite, il y a eu un nouvel épisode au Conseil d'État. Le Conseil d'État a suspendu la nouvelle réforme, les nouvelles règles que voulait le gouvernement. Et cette fois-ci, c'est les mêmes qui vont entrer en vigueur. Alors, cette réforme, tu l'expliques sur Mediapart, elle repose quand même sur beaucoup d'idées reçues, à commencer par ce cliché qui voudrait que les demandeurs d'emploi se complaisent dans le chômage. En fait, c'est une ancienne qu'on entend depuis 30 ans. Et Emmanuel Macron n'a pas résisté, lui aussi, à l'idée de s'engouffrer dedans. Septembre 2018, regardez, voilà ce qu'il rétorque à un jeune horticulteur en recherche d'emploi. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, d'accord. Non mais c'est vrai. Donc si il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Ouais, quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi, il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Sous-entendu, si tu ne trouves pas, c'est de ta faute. Cet été, pour défendre sa réforme, il enfonçait le clou. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. L'élément de langage n'est pas nouveau, en rembobine. 2012, Nicolas Sarkozy est en campagne pour sa réélection. Pour que la feuille de paye augmente, pour que le travail soit davantage rémunéré que l'assistanat, pour que tout le monde soit encouragé à reprendre un travail. Voilà. L'assistanat, obsession de la droite dure, style Laurent Wauquiez. Le deuxième problème, c'est quoi ? C'est les dérives de l'assistanat. Quelle est, pour moi, la principale injustice dans notre pays ? C'est que celui qui travaille n'est pas un véritable écart avec celui qui bénéficie des minima sociaux. Cette situation-là est pour moi le cancer de la société française. Et si on rembobine encore, en 1988, c'est Le Pen père qui lie évidemment immigration et assistanat. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs étrangers assistés. Un cliché qui a fini par devenir un mantra des politiques, Dan. Pourtant, comme le racontent les chômeurs eux-mêmes que vous avez rencontrés, auxquels vous avez donné la parole, traverser la rue, comme dit Macron, ça suffit plus. Exactement. Cécile Hautefeuille a donné la parole à plusieurs personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le degré de qualification, quel que soit le domaine. En fait, c'est pas forcément facile de trouver un travail. On peut toquer à des dizaines de portes et n'en voir aucune s'ouvrir et ne pas trouver de boulot. En fait, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi avoir en tête que le principal problème de l'économie française, c'est pas la surabondance d'offres d'emploi et la pénurie de manœuvre. Alors, en effet, comme le disait Emmanuel Macron face aux jeunes, dans l'hôtellerie-restauration, ça peut être vrai. En ce moment, c'est vrai. Et bizarrement, ce qui commence à se dire, et même Elisabeth Borne, la ministre du Travail, l'a dit plusieurs fois, il y a peut-être une question de salaire aussi. Si on ne trouve pas des gens qui sont prêts à travailler, c'est aussi qu'ils sont trop mal payés pour des conditions difficiles. Voilà. Sinon, il faut quand même avoir en tête quelque chose. On parle environ entre 260 000 et 300 000 emplois vacants en France. Très bien. Il y a combien de chômeurs inscrits en catégorie A, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé tout le mois précédent? Eh bien, il y en a 3 500 000. Donc, même si toutes ces offres d'emploi étaient trouvées preneurs, ça ne réglerait pas le problème du chômage en France. Et en plus, bien sûr, ces offres d'emploi ne sont pas toutes à temps plein, ne sont pas toutes du tout pour des contrats à long terme. Bref, le problème reste entier. Autre idée, sous-jacente vraiment à cette réforme, l'idée que les chômeurs gagneraient plus grâce à Pôle emploi que lorsqu'ils travaillent. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai, sauf cas extrêmement rare et vraiment très très précis. L'UNEDIC, encore une fois l'organisme qui gère l'assurance chômage, en 2019 avait fait ses calculs, ils arrivaient à 4%
de personnes qui gagnaient un tout petit peu mieux leur vie. 4%. Un tout petit peu mieux leur vie au chômage que quand ils étaient salariés. Et il faut voir les niveaux de salaire dont on parle. C'était 220 € de salaire par mois contre 290 € d'allocation chômage. Donc en fait, là, il y a une entourloupe statistique énorme. Depuis 2019, le gouvernement a sorti de son chapeau un chiffre où il dit un chômeur sur 5, un demandeur d'emploi sur 5 gagne mieux sa vie au chômage qu'en travaillant. C'est faux. C'est faux. Pour expliquer très rapidement, en fait, le gouvernement utilise des données statistiques qui ne sont pas les mêmes, des périodes de temps qui ne sont pas les mêmes. Vraiment, typiquement, si vous avez travaillé 3 mois à temps plein, puis un jour dans le 4e mois, il va prendre la moyenne de vos salaires sur ces 4 mois, moyenne qui ne sera pas haute, puisque sur le 4e mois, vous avez travaillé un seul jour. Donc, il prend cette donnée et il la compare avec ce que vous allez gagner à Pôle emploi pendant un mois. Et il va dire que ça, en fait, c'est cette somme-là que vous touchez pour Pôle emploi, vous allez la toucher pendant 4 mois. Donc forcément, une moyenne un peu basse. Et la totalité des sommes de Pôle emploi, on a l'impression que c'est déséquilibré. C'est théorique et ça ne correspond pas à la vie des gens. Ça ne correspond à rien, parce que surtout, en fait, tout simplement, quand vous avez travaillé 3 mois et un jour en salarié, et bien vous allez toucher votre allocation chômage pendant 3 mois et un jour, et pas pendant 4 mois. Cette autre idée aussi, qui est là aussi très importante dans la philosophie de cette réforme, l'assurance chômage dans sa forme actuelle favorise les contrats courts, donc ça ne va pas, il faudrait pour ça réformer. Oui, alors c'est vrai que pendant très longtemps, on n'avait pas beaucoup d'infos sur les contrats courts, on ne savait franchement à peu près rien, sauf que depuis le mois de mai, l'ADARES, qui est l'Institut de recherche du ministère du Travail, a publié les résultats de 4 équipes de chercheurs qui travaillaient depuis 2018 sur cette question. Et en fait, on arrive à la conclusion que cette affirmation, qui est aussi celle du gouvernement, est totalement fausse. Quand on lit ces études qui sont vraiment très précises, sociologie, économie, bon, en fait, c'est pas du tout le cas. D'abord, très bêtement, parce qu'on a enfin la réponse à une question qu'on se posait, le nombre de personnes qui sont en contrat court n'a pas explosé. Ce qui a explosé, c'est le nombre de contrats courts, parce que ces mêmes personnes font des contrats plus courts, de plus en plus courts. Donc déjà, ça règle un peu un point. Et autre élément à avoir en tête, 1/3 des personnes qui sont en contrat court ne sont pas inscrites à Pôle emploi. Donc corréler le nombre de contrats courts et le nombre d'inscrits à Pôle emploi ne fonctionne pas du tout. Merci Dan Israël de la rédaction de Mediapart. On lit vos articles avec Cécile Hautefeuille sur le chômage sur Mediapart. Et à l'heure où on parle, Christophe, ce sont clairement, aujourd'hui en Afghanistan, des cibles prioritaires pour les talibans. Effectivement, d'où l'inquiétude ici en France des associations qui les défendent, mais pas seulement, Mathieu. Direction Bougnay, près de Nantes. Bérénice Gabriel et moi avions rendez-vous dimanche avec Heydari Obaïdoula. Il a 36 ans, il était interprète auprès de l'armée française. Il est arrivé en janvier 2019 en France, après un parcours chaotique. Dans l'année 2013, on a eu notre dernier contrat en tant qu'interprète avec l'armée française. Et il nous a dit, une fois qu'on est sorti d'ici, on vous donnera des visas pour la relocalisation. On a donné les dossiers de 2013, mais notre demande avait été rejetée. 4 ans après, il obtient enfin son billet pour la France. Et maintenant, depuis 2 ans que je travaille en tant que l'interprète bénévole avec une association ici à Nantes. Et maintenant, ça fait 1 an que je travaille en tant que salarié, interprète, avec une organisation qui est en charge pour accueillir les primo-arrivants. Voilà, il est donc sorti d'affaires, sauf qu'en ce moment, il est très inquiet car il a un frère qui s'appelle Saberi. Lui aussi, c'est un ancien interprète pour l'armée et lui, il a vu sa demande d'asile rejetée. Pourtant, chez lui, Heydari Obaïdoula a gardé de nombreuses photos et vidéos, preuve de ses années passées au service de l'armée française, des années à travailler aux côtés de son frère. Ça, c'est une vidéo et là, comme vous voyez, j'étais toujours attaché avec les autorités, donc je travaillais directement avec le chef de cette équipe, ça c'est mon frère. Là, je suis en train de faire les traductions. Et ils sont tous mes amis, voilà, comme vous voyez ici, ils sont tous mes amis qui sont tous en France maintenant. On était une équipe d'environ, je sais pas, à cette époque 13, 14 interprètes. Là, lui avec des lunettes, lui c'est mon frère et c'est la seule personne qui est toujours coincée en Afghanistan et son demande pour le visa a été rejetée 3 fois. Son frère est aujourd'hui en grand danger. Depuis l'arrivée des talibans en Afghanistan, croyez-moi, je dors pas les nuits. J'ai perdu mon sommeil et j'ai perdu mon appétit parce que moi, c'est la seule chose que
c'est mon inquiétude principale. Voilà. C'est quelque chose qui m'inquiète chaque seconde de ma vie. Ils ont les listes des gens qui ont travaillé avec le gouvernement et bien sûr en particulier des gens qui ont travaillé avec les étrangers. Et selon les listes, ils le cherchent dans chaque province, dans chaque quartier, dans chaque village, voilà, pour chasser les gens qui sont sur cette liste. Voilà. Comme chaque jour ou presque, Heydari appelle son frère, qui vit caché depuis plusieurs semaines. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. D'accord. La situation, vous savez bien que c'est très très dangereux ici et on essaye beaucoup de faire comme foulage et ça fait, vous savez bien que c'est 3-4 semaines, pendant 3-4 semaines, on reste comme un prisonnier dans une autre maison. Et si nous avons besoin des choses pour manger ou des autres choses, on appelle des petits enfants et on donne de l'argent pour amener nous. Mais ça a continué jusqu'à quand? On ne savait pas. Outre la peur, il y a aussi de l'amertume de ne pas avoir fait partie des derniers évacués. Nous, on n'a reçu aucun message après. Donc, dans le dernier vol, nous on a vu sur l'internet que la dernière vol il a fait, mais l'important, on n'a reçu aucun de message après. On est resté ici et aucune personne ne contactait pas nous jusqu'à ce moment. Il faut que nous on a des priorités pour nous, parce que nous on était des personnes qui directement travaillaient avec la force française. Pour Heydari Obaïdoula, ces appels sont déchirants. Voilà. Ça vous fait quoi quand vous l'avez au téléphone comme ça ? Croyez-moi, ce sont des moments les plus difficiles de ma vie. Parce que là, je suis ici en train de voir mon frère, ma famille en train de mourir, quoi. Parce qu'il y a le risque chaque jour, chaque minute, ça compte. Alors je précise Mathieu qu'on a flouté le visage de Saberi pour des raisons de sécurité évidemment. Christophe, comment on explique qu'un des deux frères ait pu venir en France et pas l'autre ? En fait, ça s'explique par les fameuses notes blanches produites par les services de renseignement. Selon les avocats, une dizaine d'anciens PCRL à peu près sont visés par ces notes qui compliquent grandement les demandes de rapatriement. Pour tenter de comprendre, on a été voir maître Sophia Touloudi. Elle est avocate parisienne et elle s'occupe du cas de Saberi Obaïdoula. Voilà ce que dit cette fameuse note blanche. La consultation des archives de service ont mis en évidence que l'oncle de M. Heydari, d'un côté, et Saberi de l'autre, était lié aux talibans. Et que comme on ne peut pas préciser quels sont les liens du requérant avec cet oncle, refus de délivrance du visa par l'ambassade de France à Kaboul. Voilà, Saberi serait donc lié indirectement aux talibans, mais aucune preuve n'est avancée. Malheureusement, ils sont ni datés, ni signés, et ne comportent pas non plus les sources sur lesquelles ils sont fondés. Un procédé que conteste l'avocate. D'un côté, l'administration, elle utilise ces notes blanches sous prétexte qu'il y a des informations secret défense. On est d'accord. Et de l'autre côté, le juge, il doit faire la lumière sur une affaire. Donc, normalement, on aurait dû prévoir un processus qui permet au juge d'avoir accès à ces informations secret défense, justement pour pouvoir statuer sur des éléments concrets. Sinon, il faut purement et simplement écarter ces éléments. Alors nous avons évidemment contacté dès la semaine dernière le ministère des Armées sur le cas de Saberi, mais aussi plus généralement sur les notes blanches. Aucune réponse précise ne nous a été apportée. Le ministère s'est contenté de nous renvoyer vers une conférence de presse en date du 31 août dernier, dans laquelle le porte-parole de la Défense justifie en creux l'utilisation des notes blanches. On l'écoute. Nous avons quitté militairement l'Afghanistan il y a 7 ans, et donc un ancien PCRL qui fait une demande aujourd'hui ou dans la période récente, il est aussi normal qu'il y ait un travail de sécurité qui est fait pour vérifier que cette personne est éligible à un asile français. Et encore une fois, nous traitons ces dossiers avec professionnalisme, rigueur et humanité. Alors dans le cas Saberi, qui rappelons-le a déposé sa première demande dès 2013, on peine franchement à voir l'humanité.
Merci Christophe Gueugnot, reportage avec, tu l'as dit, avec Bérénice Gabriel. Très philosophie du consentement chez Flammarion. Il y a aussi le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes abordant le sujet du... Par quoi précisément le couple hétérosexuel est-il miné, si on doit résumer, hein, bien sûr tout ça c'est dans le livre, mais par quoi il est miné en particulier? Je crois que c'est un rapport... C'est un objet singulier en fait d'écriture et d'étude parce que c'est une relation où en fait deux personnes sont censées s'aimer tout en étant prises dans un système de domination où elles occupent des positions différentes, avec l'un qui bénéficie de privilèges, d'avantages, jusque dans la manière de se concevoir soi-même. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous façonne complètement, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de ses droits, de sa valeur, et les femmes, pour les femmes hétéros, c'est la même chose, quoi. Donc à partir de là, c'est pas du tout évident en fait. Quand on considère l'objet un peu froidement, on dit mais comment est-ce que ces deux personnes peuvent s'aimer en réalité? C'est plutôt, oui, c'est étonnant qu'on l'accepte de manière... oui, je crois qu'effectivement, toute notre culture romantique, en fait, est fondée, en fait, sur la sublimation, la romantisation de cette infériorité féminine, de ce rapport de domination. C'est l'érotisation de la domination, en quelque sorte. Vous dites notamment être aimé, c'est se faire être aimé, et eux, c'est se faire petite, ne pas trop briller. Oui. Et oui, c'est vrai, et pour moi ça a fait un lien avec Sorcière parce que au moment de l'écriture de Sorcière, j'avais vu pas mal de ces films qui sont sortis à Hollywood dans les années 40-50 et sur le thème de la sorcière apprivoisée, et on voit que la sorcière, au moment où elle tombe amoureuse, elle perd ses pouvoirs en fait, et c'est comme si elle pouvait pas, comme si une femme ne pouvait pas avoir les deux, c'est-à-dire soit renoncer à déployer tout ce qu'elle peut être et sa force et ses talents et ses capacités, soit vivre éventuellement une vie sans amour, quoi. Comment on réinvente dans ce contexte l'amour, hein, c'est le titre de votre livre, l'amour entendu comme le lien amoureux, mais aussi le sexe, les relations sexuelles, l'intimité? C'est vrai que je crois que je me suis attachée avant tout à décrire les problèmes, à essayer d'être le plus précise possible dans la description des problèmes, parce que pour moi c'est toujours la meilleure solution en fait. C'est-à-dire j'ai été beaucoup confrontée dans l'écriture à la façon dont tout ça est très ancré en fait, à quel point même des femmes très féministes, très conscientes intellectuellement des problèmes qui se posent, en fait, n'arrivent pas, se retrouvent à avoir des comportements qu'elles peuvent éventuellement renier ou qui les surprennent elles-mêmes, en fait. Et ouais, c'est des mécanismes qui sont vraiment très durs à défaire. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait... déjà, je pense, mon espoir, c'est qu'on en parle plus collectivement, c'est-à-dire qu'on puisse les partager, en fait, parce la relation amoureuse est toujours une espèce de huis clos et de tête-à-tête, et je crois qu'on a besoin de partager ce qu'on vit, de se donner de la force en partageant ce qu'on vit, en fait, et peut-être à partir de là de renverser les modèles. Vous dites qu'il faut réorganiser radicalement nos vies. Vous parlez des vies des femmes, des vies des hommes, des vies des femmes et des hommes en couple. Comment on fait? Je crois, ce qui m'a frappé d'abord, je crois, c'est à quel point le premier problème peut-être, c'est à quel point les hommes sont souvent conditionnés à se désintéresser de l'amour, en fait. C'est-à-dire, on apprend très vite dès la cour de récréation que c'est pas très valorisant pour un garçon d'être amoureux, de s'intéresser à l'amour, c'est un truc de fille, quoi. C'est très mystérieux d'ailleurs comment les enfants eux-mêmes en viennent à finalement se contrôler mutuellement, se censurer, s'auto-censurer. C'est comme s'il y avait vraiment des choses dans l'air qu'ils attrapent tout petits et qu'ils intègrent de manière très forte. Donc je crois que cette première... Le fait simplement de ne pas s'intéresser à la question... Enfin, on voit aujourd'hui beaucoup, je sais pas, mais on voit
certains hommes qui veulent se définir comme alliés du féminisme, et quand ils sont hétéros, je crois pour eux, ça implique de se poser cette question de leur rapport amoureux et sexuel avec les femmes, et de s'y intéresser, et de lire sur le sujet, et de réfléchir, de parler, de dépasser pour commencer cette barrière culturelle qui fait que c'est pas un sujet pour eux, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut forcément réinventer le couple hétérosexuel? C'est-à-dire, certains peuvent vous objecter, il y a aussi d'autres choses à faire, on peut inventer sa vie différemment, pour les femmes devenir lesbiennes ou bi, ou avoir exercé et vivre d'autres formes d'amour et de sexualité. D'ailleurs, vous en parlez au début du livre. Vous dites, moi je suis une femme hétérosexuelle, et parfois on m'interpelle de cette façon. Oui, bien sûr. Ouais. Et je crois que c'est très bien qu'en ce moment, comme on a un mouvement féministe très fort, je crois que c'est vraiment hyper important qu'on rappelle, comme on est toujours quand même dans une société hyper hétéronormée, hyper hétérocentrée, de rappeler que cette option-là existe, quoi, qu'effectivement. Alors après, le lesbianisme politique, j'ai pas voulu non plus me lancer dans le sujet. Certaines, par exemple les CI du portail, je crois, faisaient remarquer que c'était pas forcément. Est-ce qu'on peut devenir lesbienne par dépit, en fait? Est-ce que c'est pas même un peu vexant pour les lesbiennes, quoi? Donc c'est une vaste question. Mais je me suis dit que malgré tout, puisqu'il reste un certain nombre de femmes qui continuent de se définir comme hétéros, qui veulent pas renoncer aux relations amoureuses et sexuelles avec des hommes, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Qu'est-ce qu'on fait pour quels outils on leur donne? Voilà. Et votre livre, d'ailleurs, c'est pas le seul à creuser, à aborder cette question depuis notamment ces derniers temps, à aborder ce qu'on pourrait nommer le douloureux problème de l'hétérosexualité, pour reprendre Béni Grégoire. Elle parlait comme ça de l'homosexualité sur RTL en 1971. Léna, il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens en ce moment. Effectivement, Mathieu, même presque un petit phénomène d'édition en explorant plusieurs voies. Je vais en citer quelques-uns. Il y a par exemple le livre qui va sortir en octobre de Manon Garcia, La conversation des sexes, sous-titré Philosophie du consentement chez Flammarion. Il y a aussi le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, abordant le sujet d'une autre manière, de la journaliste Lucille Quillet aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, je peux encore citer un autre ouvrage qui là pour le coup sort de de relations hétéronormes, qui est Sortir de l'hétérosexualité de l'activiste Juliette Drouard aux éditions Binge Audio, activiste qui avait été aussi à l'origine d'un festival qui avait suscité une sorte de mini polémique à Paris dans les milieux conservateurs il y a 2 ans, en 2019, qui s'appelait précisément Sortir de l'hétérosexualité. Et puis encore un autre qu'on peut citer peut-être, qui est sorti au printemps, qui s'intitule Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro, de la journaliste Mimi Hegel. Et effectivement, comme vient de le dire Mona, c'est pas non plus un sujet nouveau en fait. C'est un sujet qui n'a pas déboulé avec MeToo, mais que des autrices féministes et notamment lesbiennes, il faut bien le dire, ont porté de longue date. Je pense évidemment notamment aux travaux de Monique Wittig, ou bien même à des propos plus récents et des textes plus récents de Virginie Despentes, qui est l'autrice, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, de King Kong Theory. Ouais, à ton avis, toi qui suis les questions de genre à Mediapart, pourquoi cette question revient en force? Est-ce que c'est à cause justement de ce bouillonnement post-MeToo dont on a parlé? Est-ce qu'il y a d'autres explications? Évidemment, en fait, le fait que la question des violences sexistes et sexuelles soit aujourd'hui aussi portée de façon aussi forte pose évidemment cette question. Parce qu'à partir du moment où vous dites que les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, existent de manière structurelle dans la société, c'est forcément les relations entre les hommes et les femmes que vous interrogez. Et puis on a aussi vu que les questions de sexisme, de violences sexuelles posaient d'autres questions plus larges, évidemment celle du consentement, qui est une question relativement nouvelle en fait en France, de la charge mentale, du rapport au corps, à la sexualité, à l'intimité, à l'estime de soi, même de manière plus générale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est abordé dans le livre de Mona Chollet, puisqu'il y a même un chapitre sur les violences conjugales où ce point est précisément abordé. Mona Chollet, vous, quelle réponse vous donnez? Comment vous expliquez justement qu'il y ait beaucoup d'ouvrages comme ça, qui est un phénomène comme ça assez important, où beaucoup de gens se posent la question, qui questionnent l'hétérosexualité? C'est quoi? C'est une lame de fond culturelle? Oui, je trouve ça assez fascinant en fait, la manière dont c'est comme si les féministes avaient une sorte de cerveau commun, enfin comme si on était. C'est vraiment l'intelligence collective, quoi. C'est-à-dire comment
j'ai l'impression qu'on arrive, je me faisais la réflexion récemment sur un autre sujet qui est la maternité, et comment on arrive à partir chacune de son point de vue, de son expérience, de ses centres d'intérêt particuliers, à couvrir vraiment tous les aspects, tous les angles de la vie des femmes et des questions qui peuvent se poser à elles et des hommes. Et ouais, je pense que c'était un peu, c'est comme si c'était une suite logique, c'est-à-dire on a parlé des violences, on parle des violences sexuelles, on parle du consentement, on parle du partage des tâches domestiques, de la maternité, de la parentalité. Enfin, et je pense qu'à un moment, c'était tout à fait logique qu'on en vienne à parler de ce cœur de la relation hétéro qu'est l'amour, quoi. Qu'est-ce que c'est Enfin, la dimension peut-être plus impalpable et moins matérielle des relations hétéro, quoi. Très philosophie du consentement chez Flammarion. Il y a aussi le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes abordant le sujet du... Par quoi précisément le couple hétérosexuel est-il miné, si on doit résumer, hein, bien sûr tout ça c'est dans le livre, mais par quoi il est miné en particulier? Je crois que c'est un rapport... c'est un objet singulier en fait d'écriture et d'étude, parce que c'est une relation où en fait deux personnes sont censées s'aimer tout en étant prises dans un système de domination où elles occupent des positions différentes, avec l'un qui bénéficie de privilèges, d'avantages, jusque dans la manière de se concevoir soi-même. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous façonne complètement, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de ses droits, de sa valeur, et les femmes, pour les femmes hétéros, c'est la même chose, quoi. Donc à partir de là, c'est pas du tout évident, en fait. Quand on considère l'objet un peu froidement, on dit mais comment est-ce que ces deux personnes peuvent s'aimer en réalité? C'est plutôt, oui, c'est étonnant qu'on l'accepte de manière... oui, je crois qu'effectivement, toute notre culture romantique, en fait, est fondée, en fait, sur la sublimation, la romantisation de cette infériorité féminine, de ce rapport de domination. C'est l'érotisation de la domination, en quelque sorte. Vous dites notamment être aimé, c'est se faire être aimé, et eux, c'est se faire petite, ne pas trop briller. Oui. Et oui, c'est vrai, et pour moi ça a fait un lien avec Sorcière, parce que au moment de l'écriture de Sorcière, j'avais vu pas mal de ces films qui sont sortis à Hollywood dans les années 40-50, et sur le thème de la sorcière apprivoisée, et on voit que la sorcière, au moment où elle tombe amoureuse, elle perd ses pouvoirs, en fait. Et c'est comme si elle pouvait pas, comme si une femme ne pouvait pas avoir les deux, c'est-à-dire soit renoncer à déployer tout ce qu'elle peut être et sa force et ses talents et ses capacités, soit vivre éventuellement une vie sans amour, quoi. Comment on réinvente dans ce contexte l'amour, hein, c'est le titre de votre livre, l'amour entendu comme le lien amoureux, mais aussi le sexe, les relations sexuelles, l'intimité? C'est vrai que je crois que je me suis attachée avant tout à décrire les problèmes, à essayer d'être le plus précise possible dans la description des problèmes, parce que pour moi c'est toujours la meilleure solution, en fait. C'est-à-dire j'ai été beaucoup confrontée dans l'écriture à la façon dont tout ça est très ancré, en fait, à quel point même des femmes très féministes, très conscientes intellectuellement des problèmes qui se posent, en fait, n'arrivent pas, se retrouvent à avoir des comportements qu'elles peuvent éventuellement renier ou qui les surprennent elles-mêmes, en fait. Et ouais, c'est des mécanismes qui sont vraiment très durs à défaire. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait... déjà, je pense, mon espoir, c'est qu'on en parle plus collectivement, c'est-à-dire qu'on puisse les partager, en fait, parce la relation amoureuse est toujours une espèce de huis clos et de tête-à-tête, et je crois qu'on a besoin de partager ce qu'on vit, de se donner de la force en partageant ce qu'on vit, en fait, et peut-être à partir de là de renverser les modèles. Vous dites qu'il faut réorganiser radicalement nos vies. Vous parlez des vies des femmes, des vies des hommes, des vies des femmes et des hommes en couple. Comment on fait? Je crois, ce qui m'a frappé d'abord, je crois, c'est à quel point
le premier problème peut-être, c'est à quel point les hommes sont souvent conditionnés à se désintéresser de l'amour, en fait. C'est-à-dire, on apprend très vite, dès la cour de récréation, que c'est pas très valorisant pour un garçon d'être amoureux, de s'intéresser à l'amour. C'est un truc de fille, quoi. C'est très mystérieux, d'ailleurs, comment les enfants eux-mêmes en viennent à finalement se contrôler mutuellement, se censurer, s'auto-censurer. C'est comme s'il y avait vraiment des choses dans l'air qu'ils attrapent tout petits et qu'ils intègrent de manière très forte. Donc je crois que cette première... Le fait tout simplement de ne pas s'intéresser à la question... Enfin, on voit aujourd'hui beaucoup, je sais pas, mais on voit certains hommes qui veulent se définir comme alliés du féminisme, et quand ils sont hétéros, je crois pour eux, ça implique de se poser cette question de leur rapport amoureux et sexuel avec les femmes, et de s'y intéresser, et de lire sur le sujet, et de réfléchir, de parler, de dépasser pour commencer cette barrière culturelle qui fait que c'est pas un sujet pour eux, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut forcément réinventer le couple hétérosexuel? C'est-à-dire, certains peuvent vous objecter, il y a aussi d'autres choses à faire, on peut inventer sa vie différemment. Ouais, bien sûr. Pour les femmes, devenir lesbiennes ou bi, ou avoir exercé et vivre d'autres formes d'amour et de sexualité. D'ailleurs, vous en parlez au début du livre. Vous dites, moi, je suis une femme hétérosexuelle, et parfois, on m'interpelle de cette façon. Oui, bien sûr. Ouais. Et je crois que c'est très bien qu'en ce moment, comme on a un mouvement féministe très fort, je crois que c'est vraiment... hyper important qu'on rappelle, comme on est toujours quand même dans une société hyper hétéronormée, hyper hétérocentrée, de rappeler que cette option-là existe, quoi, qu'effectivement... Alors après, le lesbianisme politique, j'ai pas voulu non plus me lancer dans le sujet. Certaines, par exemple les CI du portail, je crois, faisaient remarquer que c'était pas forcément... est-ce qu'on peut devenir lesbienne par dépit, en fait? Est-ce que c'est pas même un peu vexant pour les lesbiennes, quoi? Donc c'est une vaste question, mais je me suis dit que malgré tout, puisqu'il reste un certain nombre de femmes qui continuent de se définir comme hétéros, qui veulent pas renoncer aux relations amoureuses et sexuelles avec des hommes, qu'est-ce qu'on fait pour elles? Qu'est-ce qu'on fait pour quels outils on leur donne? Voilà. Et votre livre, d'ailleurs, c'est pas le seul à creuser, à aborder cette question depuis, notamment ces derniers temps, à aborder ce qu'on pourrait nommer le douloureux problème de l'hétérosexualité, pour reprendre Béni Grégoire. Elle parlait comme ça de l'homosexualité sur RTL en 1971. Léna, il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens en ce moment. Effectivement, Mathieu, même presque un petit phénomène d'édition en explorant plusieurs voies. Je vais en citer quelques-uns. Il y a par exemple le livre qui va sortir en octobre de Manon Garcia, La conversation des sexes, sous-titré Philosophie du consentement chez Flammarion. Il y a aussi le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, abordant le sujet d'une autre manière, de la journaliste Lucille Quillet aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis, je peux encore citer un autre ouvrage qui là pour le coup sort de de relations hétéronormes et qui est sortir de l'hétérosexualité de l'activiste Juliette Drouard aux éditions Binge Audio, activiste qui avait été aussi à l'origine d'un festival qui avait suscité une sorte de mini polémique à Paris dans les milieux conservateurs il y a 2 ans, en 2019, qui s'appelait précisément Sortir de l'hétérosexualité. Et puis encore un autre qu'on peut citer peut-être, qui est sorti au printemps, qui s'intitule Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro, de la journaliste Mimi Hegel. Et effectivement, comme vient de le dire Mona, c'est pas non plus un sujet nouveau en fait. C'est un sujet qui n'a pas déboulé avec MeToo, mais que des autrices féministes et notamment lesbiennes, il faut bien le dire, ont porté de longue date. Je pense évidemment notamment aux travaux de Monique Wittig, ou bien même à des propos plus récents et des textes plus récents de Virginie Despentes, qui est l'autrice, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, de King Kong Theory. Ouais, à ton avis, toi qui suis les questions de genre à Mediapart, pourquoi cette question revient en force? Est-ce que c'est à cause justement de ce bouillonnement post-MeToo dont on a parlé? Est-ce qu'il y a d'autres explications? Évidemment, en fait, le fait que la question des violences sexistes et sexuelles soit aujourd'hui aussi portée de façon aussi forte pose évidemment cette question. Parce qu'à partir du moment où vous dites que les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, existent de manière structurelle dans la société, c'est forcément les relations entre les hommes et les femmes que vous interrogez. Et puis on a aussi vu que les questions
questions de sexisme, de violence sexuelle, poser d'autres questions plus larges, évidemment celle du consentement, qui est une question relativement nouvelle en fait en France, de la charge mentale, du rapport au corps, à la sexualité, à l'intimité, à l'estime de soi, même de manière plus générale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est abordé dans le livre de Mona Chollet, puisqu'il y a même un chapitre sur les violences conjugales où ce point est précisément abordé. Mona Chollet, vous, quelle réponse vous donnez? Comment vous expliquez justement qu'il y ait beaucoup d'ouvrages comme ça, qui est un phénomène comme ça assez important, où beaucoup de gens se posent la question, qui questionnent l'hétérosexualité? C'est quoi? C'est une lame de fond culturelle? Oui, je trouve ça assez fascinant en fait, la manière dont c'est comme si les féministes avaient une sorte de cerveau commun, enfin comme si on était. C'est vraiment l'intelligence collective, quoi. C'est-à-dire comment j'ai l'impression qu'on arrive. Je me faisais la réflexion récemment sur un autre sujet qui est la maternité. Comment on arrive à partir chacune de son point de vue, de son expérience, de ses centres d'intérêt particuliers, à couvrir vraiment tous les aspects, tous les angles de la vie des femmes et des questions qui peuvent se poser à elles et des hommes. Et ouais, je pense que c'était un peu, c'est comme si c'était une suite logique, c'est-à-dire on a parlé des violences, on parle des violences sexuelles, on parle du consentement, on parle du partage des tâches domestiques, de la maternité, de la parentalité. Enfin, et je pense qu'à un moment, c'était tout à fait logique qu'on en vienne à parler de ce cœur de la relation hétéro qu'est l'amour, quoi. Qu'est-ce que c'est enfin, la dimension peut-être plus impalpable et moins matérielle des relations hétéro, quoi. Voilà, petit changement de plateau pour accueillir Yanis, qu'on va faire rentrer sur le plateau. Yanis va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, petit portrait rapide. En 2008, vous avez émergé sur la scène musicale française. C'était l'époque de MySpace, on se rappelle. Vous avez débarqué en fanfare sous le nom de Slimmy. Ça me donne un gros coup de vieux, ça. D'accord, désolé. C'est toujours comme ça aux anniversaires. Gros succès à l'époque. Il y a eu un album Paint Your Face en 2009. On a vu une petite image. Vous avez signé chez Warner et vous avez fait la première partie de Katy Perry et de Britney Spears. C'est pas mal. Depuis, il y a eu un autre album. Il y a eu aussi la réappropriation de votre prénom de naissance, Yanis, qui est devenu votre nom d'artiste. Vous allez sortir dans quelques semaines un nouvel EP. Il s'appelle Solo sur votre label Mauvais Genre. On voit ici l'image de cet EP. Un album, Yanis. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, où vous affirmez pleinement votre personnalité et votre identité. Ouais, c'est un projet artistique que j'ai mûri pendant des années. C'est un parcours aussi, je pense, parce que je reviens vachement sur des choses du passé, comme ce qui s'est passé avec Slimmy. C'est aussi un hommage à tout ça et à ce parcours qui est évidemment queer. Et je fais une transition, je suis trans et je suis non-binaire aujourd'hui et je l'assume et j'en suis fière. Du coup, c'est pour moi un passage super important d'être là, de pouvoir en parler, mais de pouvoir en parler artistiquement dans ma musique et de pouvoir en parler aux gens. C'est la première fois que je le fais là, ce soir, donc pour moi c'est aussi émouvant et en plus le jour de mon anniversaire. Mais c'est clair que c'est un parcours qui est... Enfin, je me suis toujours entourée de l'art et de la musique pour pouvoir justement développer toutes ces choses-là, parce que j'ai pas forcément grandi dans un milieu très ouvert à toute cette culture et j'ai pu me rapprocher de ça grâce à la musique. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là et ça me fait du bien. Question un peu bête, pardon, mais pourquoi c'est important de parler publiquement de votre transidentité, de non-binarité? Pourquoi vous êtes là ce soir? Déjà, il n'y a pas de question bête. Hein. Non, en vrai, c'est important parce que je pense que c'est important d'être visible. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a un éventail hyper large. Je pense qu'il y a autant de transitions qu'il y a de personnes. Donc, c'est important d'avoir de la visibilité et aussi d'être... Au final, ça fait partie aussi de moi, ça fait partie de ce que je crée, ça fait partie de ma prise de parole et en même temps, je pense que ça peut aider des personnes. Par exemple, sur Slimmy, quand j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, j'ai tout de suite pris la parole aussi sur tout, pas forcément sur ça, mais sur le fait d'être queer, sur le fait d'être gay et je sais que ça a aidé des jeunes qui m'ont écrit même parfois 10 ans après, mais qui m'envoient des messages en me disant... Au final, ça nous a aidés parce qu'on a vu quelqu'un dans notre foyer et je me suis rendu compte que ma mère n'était pas dans une réaction extrême, donc j'ai pu faire mon coming out. En fait, ça aide beaucoup de personnes. Je pense que les gens pas concernés, des fois, s'en rendent pas compte, mais pour les gens concernés, ça permet d'avoir un espace, donc c'est important.
Vous dites, en 2009, quand j'ai commencé dans ce métier, l'industrie musicale, il n'y avait pas beaucoup d'artistes queer out en France. Pas du tout, même. Très compliqué. Et vous étiez dans une grande maison, Warner, et là aussi, ça n'a pas été simple. Ouais, ça n'a pas été simple. Et ce qui a été dur pour moi, c'est que je sortais d'un environnement assez difficile, où j'ai passé mon enfance quand même à être très pointé du doigt, où j'ai vraiment vécu des choses difficiles, que ça soit dans ma famille ou à l'école. Et en fait, j'idéalisais aussi le milieu artistique et culturel à Paris, parce que je viens pas de Paris, je viens de province. Et en fait, je suis arrivée comme ça, ouais. Je suis arrivée de Saint-Étienne comme ça, sans transition. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui m'ont attaqué d'une certaine manière, donc c'était une violence. Par exemple, on m'a clairement dit, j'ai quand même fait des rendez-vous pro pour me dire de ne pas être efféminée, de moins bouger mes mains quand tu fais des interviews. Et ça, c'est des rendez-vous que j'ai eu pro avec le boss de Warner. Donc pour moi, c'est des choses qui me choquent parce que j'avais 18-19 ans et ça m'a déjà traumatisée. Ça m'a amené, à 24 ans, j'ai fait un burn-out, j'en pouvais plus. J'étais dans un truc de stress émotionnel très fort. Et c'est un peu de l'homophobie qui est complètement banalisée. Les gens s'en rendent pas compte. Je pense qu'ils se disent c'est juste des conseils. Mais en vrai, c'est difficile. Je pense que sur les transidentités, il y a encore un tas de choses à faire, même si ça bouge beaucoup. Mais il y a un tas de choses à faire parce qu'il y a peu de personnes visibles. Et aussi, il y a des attaques qui sont complètement gratuites. Et c'est important de faire bouger, quoi. Je pense que la culture fait bouger les choses. Ouais, justement, j'allais vous en parler. On voit des artistes comme Bilal Hassani en France, qui assume totalement sa personnalité. On va voir Bilal Hassani, voilà. Ou aux États-Unis, comme Lil Nas X, un véritable phénomène musical qui non seulement assume son homosexualité, mais vraiment la projette comme ça à la face du monde avec joie, avec puissance. Ces artistes, ils ont un écho considérable. Est-ce que c'est eux qui aussi, avec vous, qui contribuent à changer les mentalités ? Moi, je pense que c'est sincèrement tout le monde, parce que ces artistes-là, évidemment, ils font partie d'un éventail de personnes qui s'assument et qui sont incroyables, mais au final, c'est des vies de personnes, en fait. C'est des personnes qui s'expriment. Il y en a dans des associations, il y en a chez des artistes. Et évidemment, c'est hyper important ce qu'ils font parce qu'ils ont une portée très forte. Par exemple, Bilal Hassani, j'ai énormément de respect, la manière dont il s'exprime. Aussi sa mère qui l'accompagne, qui est incroyable, parce que je pense que c'est très important d'avoir un soutien fort. Et Bilal, par exemple, moi, ça me choque de voir ce qui se passe ces derniers temps. Enfin, quelqu'un qui, à la télé, prend des positions commentaires contre lui. très violents. Oui, en plus, une personne qui a un espace pour s'exprimer, donc il n'est pas non plus... En fait, c'est important aussi de laisser de l'espace aux personnes. Je pense qu'on a besoin d'avoir un éventail de personnes différents, parce que la société comme ça, en fait, c'est des couleurs, des personnes, des gens, et c'est important. Bilal fait énormément de choses pour la France, Lil Nas X fait énormément de choses. Et puis c'est fun aussi. Et puis plein d'autres, comme vous le dites. Peut-être une dernière question, en France, il n'y a pas de genre neutre dans la langue française. C'est pourtant de préférence de cette façon que vous souhaiteriez être genré. Par défaut, du coup, vous utilisez plutôt le féminin aujourd'hui. Mais c'est quoi, la langue française, avec l'absence justement des pronoms neutres, elle assigne, elle corsette ? En vrai, la langue française est compliquée pour ça. Et je pense que l'anglais, c'est très simple, vu qu'il y a le they, them, et qu'après, les mots sont assez neutres et non genrés. C'est vrai que la France, ça peut être... Quand on démarre une transition, moi, je sais que c'est une des premières choses ça me perturbe. J'essaie de prendre des distances avec la langue parce que je sais que c'est quotidien et c'est quelque chose qui nous rappelle quotidiennement. Ça fait partie de la dysphorie de genre, et la langue, ça fait partie de ça parce que ça nous ramène toujours à notre genre. La dysphorie de genre, c'est ce qu'on ressent. Exactement. Ça peut être des éléments physiques, ça peut être aussi sur les pronoms, sur le langage. Et c'est vrai que la France, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des pronoms aujourd'hui neutres comme miel, par exemple, qui sont créés aussi par des associations, des personnes qui sont trans, qui font un travail incroyable depuis des années. Il faut vraiment aller chercher les choses sur ça, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver et d'exister dans tout ça. Donc moi, j'essaie de prendre des distances avec. Je sais que d'autres personnes feront autre chose parce que c'est un bagage assez lourd aussi. La langue arrive avec son bagage et des fois, il faut aussi laisser les choses de côté et essayer de prendre des distances. Moi, c'est ce que je fais. Mais évidemment, si ça pouvait être plus neutre, ça serait parfait. Et bientôt, peut-être. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à faire bouger et c'est ça qui est aussi important. Merci beaucoup, Yanis, d'être passé par Aller Libre.